Bien, Mathias. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Merci aussi pour l'invitation à intervenir dans cette belle journée. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Mathias Girel, je fais de la philosophie de la connaissance et des sciences, et j'ai travaillé, disons, depuis une dizaine, quinzaine d'années sur un certain nombre de pressions sur la recherche qui peuvent être industrielles, comme quand j'ai édité le livre de Robert Proctor, Golden Holocaust, sur le secteur du tabac et la manière dont il a pesé sur la recherche biomédicale et le travail réglementaire. Mais aussi, ça peut être des pressions de nature idéologique ou religieuse. J'avais travaillé aussi sur les offensives créationnistes, sur l'enseignement de la biologie, mais pas seulement de la biologie d'ailleurs, aux États-Unis. Donc ça, c'est un contexte, évidemment, c'est pas ce que je vais développer aujourd'hui, mais c'est pour que vous puissiez situer un petit peu. Effectivement, donc il y a ce travail collectif, mais là, je ne vais pas engager la parole du COMEX, mais dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, simplement, il y a un rapport qui peut vous intéresser, qui a d'ailleurs été porté par Éric Guillardi, qui, je crois, nous rejoindra en fin d'après-midi, sur en fait l'engagement des chercheurs. Et le rapport, si vous le lisez, était quand même une manière non seulement de défendre cette possibilité d'engagement, qui n'est pas une obligation, mais qui doit rester une possibilité, et qui s'adressait d'ailleurs pas seulement aux chercheurs individuels, mais qui disait aussi aux organismes, aux établissements, que s'ils prétendaient être engagés ou s'engager, eh bien, il fallait qu'ils manifestent dans ce cas-là la même transparence que des chercheurs individuels. Je n'ouvre pas disons ce dossier-là, mais c'est aussi un contexte qui a fait que je me suis intéressé de longue date à la liberté de rechercher, liberté académique, et puis ce qui pouvait mettre en jeu, ou en cause cette liberté. Là, aujourd'hui, dans le temps assez court qui m'est imparti, je voudrais vous parler du contenu d'un ouvrage, d'un rapport collectif dont j'ai fait la traduction qui est là actuellement en cours de légère révision avant la publication, d'un rapport qui est en anglais pour l'instant, qui s'appelle The Anti-Autocracy Handbook, donc un guide, un manuel plutôt d'anti-autocratie, A Scholar's Guide to Navigating Democratic Backsliding, un guide à destination des chercheurs et universitaires pour affronter, disons, le recul, le délitement ou l'érosion démocratique, suivant comment on traduit backsliding. Et bon, vous avez un petit peu l'idée, c'est un guide pratique, mais qui contient des éléments qui me semblent peuvent nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais vous livrer, et puis peut-être dans le moment commun de discussion, on pourra se dire ce qu'on en pense. J'ai mis le lien vers le texte sur ma page LinkedIn, non pas que je mette tout, mais puisque le colloque a été annoncé sur cette plateforme, si vous allez dessus, il y a le lien pour charger le rapport qui est en accès libre. Et c'est des travaux qui ont été faits par des collègues dans le cadre d'un projet qui s'appelle Prodem Info. Dedans, il y a Stéphane Lewandowski, par exemple, qui est bien connu, mais gens qui travaillent sur la désinformation, qui est à l'université de Bristol. Mais bon, quel est l'enjeu, disons, d'évoquer cet exemple qui porte, on va le voir, en priorité sur les États-Unis, mais qui, disons, majoritairement, mais qui peut nous dire des choses. Déjà, c'est intéressant de voir ce qu'on peut recommander à des chercheurs qui vivent dans des régimes qui sont en route vers l'autocratie, dans lesquels la démocratie est en train de reculer. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce guide, c'est que ce glissement ou ce mouvement, il est interprété comme un continuum. On passe pas du jour au lendemain, et puis on n'est jamais dans la démocratie pure, et peut-être qu'il y a des autocraties pures, mais en tout cas, il y a beaucoup de paliers intermédiaires. Et c'est sans doute au moment des premiers paliers qu'il y a des choses importantes et décisives qui se passent. Donc, même s'il y a des exemples qui parfois sont géographiquement éloignés de nous, je pense que ça peut être intéressant pour nous. Il y a un exemple effectivement privilégié qui est celui des États-Unis qu'on peut interpréter comme une forme de laboratoire à ciel ouvert sur ce qui peut arriver à des communautés de recherche, mais aussi parce qu'il y a un continuum et qu'il semble toujours moins coûteux d'enrayer un délitement de la démocratie et des libertés académiques que de la restaurer ou que de les restaurer. Raison de plus, disons, pour être vigilant et attentif lors des premières étapes. Et donc, cette étude de cas et des réponses qui sont proposées par les auteurs, donc là, je vous livrerai ces réponses, on peut les discuter ensemble, eh bien, ça peut être intéressant pour nous, même si nous ne pensons pas
être directement concerné ou aussi concerné. Chacun pourra avoir son opinion là-dessus, vous devinerez sans doute la mienne. Alors, mon exposé est structuré en deux temps. Je dis un mot du contexte général, et puis après, le deuxième moment, je m'attarde un peu sur les réponses, les mauvaises et les bonnes réponses qui sont recensées par les auteurs de ce rapport. En tout cas, le rapport, il commence par un constat diagnostic qu'on peut discuter là aussi dans le détail, mais qui est celui d'un recul démocratique global. En tout cas, pour eux, ça semble être frappant depuis la période post-1989. Souvenez-vous, hein, on célébrait bientôt la fin de l'histoire et puis l'essor des démocraties libérales. Il y avait de fait un très fort optimisme dans ces années-là, même s'il y avait des situations à l'échelle mondiale qui étaient très contrastées. Et s'appuyant sur des études suédoises notamment, les auteurs estiment que aujourd'hui, donc il faut un décompte, il y en a aujourd'hui, on est presque à moitié en termes de régime. On peut dénombrer 91 démocraties, 88 autocraties. Et si on regarde en termes de population mondiale, depuis 2003, on serait passé d'à peu près 50% de gens qui vivaient sous des régimes démocratiques ou à peu près démocratiques à 72% de gens qui vivent dans des autocraties. Des démocraties dégradées, donc carrément des régimes carrément autocratiques, ce qui ferait 5,7 milliards de personnes. On peut discuter, c'est comme tous les arguments quantitatifs, puis il y a la question des critères, quand est-ce qu'on passe d'un camp dans l'autre. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que quelle que soit la manière de compter, quels que soient les rapports vers lesquels on se tourne, c'est pas un phénomène minoritaire. Donc ça mérite qu'on s'y intéresse. Souvent, quand on cherche à définir les grands traits des régimes autocratiques, ce qui revient, c'est un peu un slogan, mais il y a une vérité derrière ce slogan, c'est l'idée des 3 P, populisme, polarisation, post-vérité. Le populisme ici consisterait à essayer de critiquer, disons, de vilipender certaines élites en se réclamant du peuple ou d'un vaste mouvement populaire. Alors, souvent, enfin, il y a un choix dans le ciblage des élites qui sont vilipendées. Nous, chercheurs et universitaires, nous sommes associés à des élites alors que ça fait bien longtemps que nous ne sommes plus des élites économiques, enfin, nous n'avons jamais vraiment été. Et puis les élites de la tech, notamment donc la Silicon Valley aux États-Unis, sont en général soigneusement épargnées. En tout cas, il y a ce mouvement de critique des élites. Il y a ce mouvement de polarisation. Quand on est aux États-Unis, l'attitude par rapport au changement climatique a plus de chances d'être corrélée à votre allégeance partisane, les démocrates ou républicains, qu'à votre niveau d'études. Et alors, là aussi, ce qui m'intéresse quand on est dans une atmosphère de polarisation, c'est que ça fait disparaître le domaine du neutre. C'est-à-dire ce qui devrait être soit le domaine de la description, d'établissement des faits. D'un seul coup, ben voilà, si je produis un rapport ou les conclusions du premier groupe du GIEC, ça devient un engagement politique ou quelque chose qui revêt une valeur politique, même si ce n'était pas mon intention au départ. Le domaine du neutre disparaît et s'étiole, et la post-vérité, on peut critiquer quand elle est utilisée sous forme de slogan. Pensons à Trump qui critique les fake news, mais qui sait que les fake news, c'est l'ensemble des journaux, finalement, enfin, des journaux qui établissent des faits. Mais la post-vérité, effectivement, a un problème avec les faits, avec des prétentions à la vérité. Et ça nous concerne, nous qui réfléchissons à la science et aux libertés académiques, puisque ce triple mouvement, bon, j'admets qu'on peut le caractériser plus précisément, hein, c'est pas mon problème à ce stade, mais même si on accepte ces descriptions à ce degré-là de généralité, ça fait de la recherche une cible. Ça fait de la recherche une cible parce que, premièrement, donc, le monde de la recherche fait souvent partie des élites vilipendées. Ça en fait une cible politique naturelle. La polarisation ne laisse pas de place aux savoirs neutres qui peuvent éventuellement être établis par la science, même s'il n'est jamais totalement neutre. Et puis, la recherche peut faire, et en général fait apparaître des faits et des vérités inconfortables, qui peuvent être inconfortables pour des autocrates qui prétendraient bien les contourner voilà, ou s'en affranchir carrément. Et donc ça, c'est le constat général sur lequel se joue cette réflexion, et c'est ce qui a motivé un peu l'intérêt que j'ai eu à me traduire et à m'y intéresser, avec un critère, parce que pour l'instant, on a dit il y a une sorte de long mouvement
mouvement possible entre démocratie et autocratie. Un des critères qu'utilisent les auteurs, alors je ne sais pas si mes collègues politistes l'accepteront, ils l'empruntent à Levitsky, un des auteurs du livre Comment meurt la démocratie, Democracies Die, c'est l'idée du coût de l'opposition et de la critique. Quand s'opposer ou critiquer commence à avoir un coût professionnel, financier ou en termes de liberté, bah, c'est qu'on s'est sérieusement écarté d'un régime démocratique, et plus on s'en écarte, plus ce coût devient important. Il peut même voilà, toucher directement les vies des chercheurs et des chercheuses. Donc ça, c'est voilà, le constat général. De fait, ça peut assez bien être nourri par l'étude de cas de ce qui s'est passé dans les toutes premières semaines, mais malheureusement ça a continué, du second mandat du président américain Donald Trump, avec une analyse des premières mesures au tout début 2025. Vous vous souvenez, il y a une volée de executive orders, de décrets présidentiels, avec des restrictions de collaboration. Des scientifiques fédéraux sont interdits de collaboration avec des organisations internationales comme l'OMS, déjà une première barrière sur le terrain de la recherche, des révocations de visas, des visas d'étudiants étrangers qui participent à la vie de la recherche aussi, mais ils ne sont pas que là que pour apprendre des choses, qui ont été révoquées pour des motifs d'expression politique, la fin de projets de recherche. En avril 2025, les NIH, les National Institutes of Health, ont mis fin à près de 800 projets de recherche, dont près de la moitié des projets qui portaient sur l'hésitation vaccinale et plus de la moitié des projets qui portaient sur, en gros, les questions LGBTQ, etc. Avec des conséquences déjà absurdes en général, mais particulièrement absurdes dans les cas particuliers. Des collègues biologistes, biochimistes et chimistes me rapportait que quelqu'un dans le Connecticut qui travaillait sur les biofilms a vu ses financements arrêtés au motif que dans le résumé de son projet de recherche, il y avait quelque chose qui était community behavior, comportement de communauté, comportement communautaire, qui avait évidemment rien à voir avec le wokisme que l'État fédéral cherchait à chasser. Donc ça a des effets même chez des gens qui se pensent extrêmement éloignés des questions politiques qui sont au cœur de l'agenda de ce mandat. Et donc, c'est ce que nous montre, disons, cette analyse des premiers décrets présidentiels, avec une sorte de travail de sape sur les institutions démocratiques, l'état de droit, beaucoup de suppression dans les gens qui sont dans la réglementation, l'inspection, le respect des normes, révocation de contrats avec des médias, là on est plus dans les questions de liberté de la presse, attaque de la science, de l'environnement et de l'éducation. Alors, on a parlé du retrait de l'accord de Paris sur le climat, mais il y a eu des coupes budgétaires au centre d'études des épidémies, des maladies, le CDC, et puis l'interdiction de sujets jugés anti-américains. Là, on a eu un épisode récemment, dans les dernières semaines, avec un professeur de l'Université du Texas qui a dû retirer Platon de son programme de cours, de son syllabus, parce qu'il y avait un extrait du banquet et que dans la parabole de Diotine, dans le banquet, il est question d'hermaphrodite et que c'était interprété à l'aune de la lutte contre ces sujets-là. Jusque dans le cours d'intro à la philo, on a des effets de cette chose-là. Et donc, avec des choses qui concernent massivement les sciences, on pourrait, ça aurait été un autre objet, mais si on fait une analyse des décrets qui concernent les sciences, vous en avez un le 23 mai 2025 qui s'appelle Restoring Gold Standard Science. Donc voilà, disons rétablir la science de référence, science étalon, on pourrait dire. Évidemment, si on lit la surface, on voit que ça nous demande de pratiquer une science transparente, rigoureuse, à fort impact. Là, on se croirait dans le langage de n'importe quel établissement, organisme ou même des défenseurs de la science ouverte. Après, si on regarde le paragraphe 7, on voit que le contrôle du respect de ces règles sera sous la supervision d'un responsable senior, d'un responsable unique, qui est le seul habilité à en juger. Et donc, vous voyez, on a une sorte d'apparence de science, mais quelque chose qui peut être très vite liberticide. Et j'ose pas dire épistémicide, puisqu'on a parlé de sujets sans doute plus graves ce matin, mais en tout cas, c'est bien la science et la connaissance qui sont ciblées. Du point de vue de l'analyse des tactiques autoritaires, qui reviennent assez souvent, donc c'est ce collectif de chercheurs qui pour beaucoup s'intéresse aux aspects comportementaux. Moi, je suis pas un spécialiste des sciences comportementales, mais ayant travaillé sur le courant
pragmatiste, qui s'intéresse beaucoup aux habitudes de disposition. C'est quelque chose qui m'intéresse. Il recense, disons, trois opérations qu'on retrouve dans presque tous les cas. Le premier, c'est la procédure comme punition. C'est-à-dire le fait que si vous avez une procédure à vos basques, qu'elle soit judiciaire, réglementaire, universitaire, ça va vous empêcher de parler. Alors, on va peut-être parler du macartisme après, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, mais à l'époque de McCarthy, de la commission McCarthy, le simple fait d'être poursuivi ou de faire l'objet d'une suspicion suffisait à faire s'effondrer vos projets, éventuellement et très souvent votre carrière. Et donc, ce type de ciblage est souvent suffisant pour produire des effets, quel que soit l'effet de l'enquête qui est condamnation à la fin ou pas. On a des cas, des chercheurs qui travaillent sur la désinformation, René Di Resta au Stanford Internet Observatory, donc qui observe la désinformation sur Internet, qui avait travaillé sur, disons, les contestations par Trump de l'élection de Joe Biden et d'autres phénomènes de ce type-là ont été accusés d'être instrumentalisés par les démocrates. Et il y a eu une commission parlementaire pilotée par des républicains et voilà, qui ont soumis ces chercheurs vraiment à une mitraillette, non seulement de questions d'audition, mais même quand c'était possible de communication de documents, de correspondance. Et donc, on peut se retrouver dans ces choses-là. Et résultat, cet observatoire a été fermé. Pas du fait d'une condamnation, mais parce que finalement, Stanford ou les bailleurs de fonds se sont dit qu'il était peut-être intéressant de faire autre chose. Première stratégie, donc la procédure comme punition. La deuxième, c'est Michael Mann, le climatologue, qui lui-même avait fait l'objet disons, d'une sacrée campagne au moment du Climate Gate, du scandale autour du climat, parle de la stratégie des lions du Serengeti. Serengeti qui est en Tanzanie. Et il paraît-il, les lions cherchent à attaquer les zèbres isolés, qui constituent évidemment des proies plus faciles que le troupeau. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire que c'est très difficile de s'attaquer à un champ disciplinaire en entier, même si on en a des exemples. En revanche, des chercheurs, des chercheuses isolés, c'est beaucoup plus facile et c'est une mise à l'épreuve de la communauté scientifique aussi. La science, c'est une affaire de communauté de recherche. Si vous laissez des collègues être ciblés, faire l'objet de procédures ou de mise en cause gratuite, sans raison ou imméritée, eh bien, vous avez déjà abandonné une partie de vos libertés académiques. Donc, les lions du Serengeti. Et puis, troisième stratégie, ce qu'ils appellent le blanchiment d'informations, on va dire le recyclage d'informations. La stratégie, c'est faire circuler de fausses allégations, de fausses accusations dans des médias marginaux ou extrêmement politisés, qui aboutissent après à des enquêtes parlementaires, voire à des procédures judiciaires. Et ensuite, on va se servir, dans des militants anti-science ou anti-chercheurs, ou anti-certains chercheurs, vont se servir des auditions, des pièces produites lors des auditions, pour alimenter de nouvelles poursuites, de nouvelles procédures, de nouvelles campagnes. L'exemple que j'ai évoqué, René Di Resta et les chercheurs qui travaillaient sur la désinformation, illustrent cette dynamique-là, toute proportion gardée, parce qu'il n'y avait pas, à ma connaissance, de volet judiciaire. Le fameux colloque que j'appellerais colloque sur le wokisme, peut relever une stratégie de blanchiment. Il n'était pas porté par une unité de recherche à proprement parler. Il a eu lieu dans les locaux de la chancellerie de Paris et ensuite il a servi, il y a une publication, etc. Ça sert de référence après à des gens qui veulent s'appuyer là-dessus, mais je pense que il en sera peut-être question après. Mais en tout cas, on s'appuie sur des relais moins formels, moins outillés pour faire exister un sujet. Sans doute la même chose pour la polémique autour du colloque au Collège de France. La polémique naît dans des titres de droite, d'extrême droite, dans certains milieux. Ça crée un émoi, télé en particulier. Ça crée un émoi qui remonte au ministère et donc ça crée une affaire qui, au départ, n'est pas à proprement parler une affaire scientifique, qui pourrait être jugée par les pairs, et qui très vite vient à exercer une pression sur la recherche au motif du trouble à l'ordre public. Il y a donc, du côté des réponses, ça va plus vite, mais du côté des réponses, les auteurs pensent qu'il y a des réponses qui sont naturelles, mais contre-productives. Une fois qu'on est dans ce climat, on commence à être mis en cause, ils pensent que la stratégie espérer que ça se passe, ou la stratégie que j'appellerais raser les murs, la plupart du temps ne marche pas. C'est-à-dire que si on est vraiment mis en cause et qu'on adopte un silence stratégique, on laisse un vide.
un vide informationnel, on laisse un vide dans le débat public. Dans beaucoup de cas, il vaudrait mieux contrer vite de fausses allégations, même si elles ne sont pas toujours reprises par les gros médias. La deuxième stratégie qui semble ne pas marcher, c'est l'autocensure, dont on fait parfois le fondement de l'architecture comportementale de l'autoritarisme, et qui est souvent à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que ça se joue. C'est-à-dire qu'on va être détourné de s'engager dans un projet de recherche, de proposer un colloque, de prendre la parole dans un colloque, sans forcément qu'il y ait eu d'ordre hiérarchique ou de pression explicite du gouvernement, des tutelles, etc., pour qu'on l'abandonne. Et ça donne naissance à ce qu'on pourrait appeler une police horizontale, où des collègues apparemment bien intentionnés peuvent avoir l'idée de vous demander si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller dans ce colloque, de signer cette tribune, de signer cette pétition, de soutenir ce collègue ou cette collègue qui est mise en cause. Troisième stratégie contre-productive, l'obéissance anticipée, c'est-à-dire se conformer par avance aux désirs du régime. On a ça dans de nombreux cas aux États-Unis. Les universités ferment des programmes ou anticipent des interdictions ou des poursuites. L'auteur Timothy Snyder, qui a écrit sur la liberté et aussi sur l'e-liberté, Unfreedom, dit n'obéissez pas en avance, attendez la circulaire. Wait for the memo. Et ce qui peut voilà, avoir un sens ici. Et enfin, peut-être qu'on en reparlera avec Éric Liardet tout à l'heure, évidemment, on a une réticence à l'engagement qui semble parfois, disons, aller de pair avec une neutralité dont nous pensons devoir suivre et respecter. Mais il y a beaucoup de contextes où rester apolitique est un geste politique. Ne rien dire quand une discipline ou un ensemble de disciplines sont ciblées, c'est évidemment un geste politique. Donc ça, c'est les réponses qui ne marchent pas. Après, je vais vite, je vous mentionne les réponses qu'ils évoquent. Ils travaillent à partir de matrices de risque. Il y a des conseils qui vaudraient pour tout le monde, puis après, suivant qu'on est dans une région de risque faible, moyen ou extrême, il n'y a pas les mêmes conseils. Conseil qui va, dans tous les cas, prendre soin de son bien-être. C'est-à-dire, dès qu'on est dans un... Ça peut sembler un peu naïf de dire ça, mais un des effets d'être harcelé ou ciblé, c'est une détérioration de la vie quotidienne, qui a un coût très net en termes de santé. Minimiser les surfaces d'attaque légales, ça vaut dans le terrain américain, mais pas seulement. C'est-à-dire que si les États-Unis, ça veut dire éviter à tout prix les infractions mineures liées aux amendes, les PV de stationnement, etc., impôts, etc., qui peuvent ensuite être utilisés comme prétexte pour des poursuites politiques. Nous, ça peut être des procédures ou des choses éventuellement moins formelles. Améliorer, ça, je pense qu'on est beaucoup à être concernés. On se dit toujours que je m'en occuperai l'an prochain si j'ai le temps, mais améliorer la sécurité informatique et physique. C'est-à-dire faire attention au type d'email qu'on utilise, peut-être de ne pas utiliser l'ordinateur du travail pour des choses plus personnelles, en particulier si elles sont porteuses d'engagement politique, mais même pas seulement. Il y a toutes sortes d'outils dont on pourrait parler au moment des questions. Utiliser un langage précis, c'est-à-dire ne pas édulcorer les faits. Ça, on l'a vu, il y avait des circonlocutions incroyables. Un salut hitlérien est un salut hitlérien, ce n'est pas un geste maladroit. Il y a un moment où si on en est réduit à ne plus nommer des choses qui sont patentes, eh bien, on se prive de toute capacité à les décrire. En France, on pourrait réfléchir, quand quelqu'un parle de chercheur militant ou s'approprie le langage de la rationalité, il y a sans doute quelque chose à faire à ce niveau-là. Toujours dans ces conseils généraux qui vont dans tous les cas, les deux derniers, ce serait se méfier de ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste. C'est que parfois on a l'impression d'être tout seul dans son opposition. On a une mauvaise estimation du consensus en fait. Les autocrates exagèrent souvent leur soutien, créant une fausse perception de consensus. Peut-être qu'il y a une majorité de gens qui pensent comme vous, et simplement ils s'autocensurent. Si on peut donc s'engager pour les faits et la vérité, ce qui veut dire pas seulement écrire des articles dans des revues à comité de lecture, mais si on peut essayer de porter le mieux qu'on peut, sans transiger avec les normes scientifiques, mais porter, disons, le message et les valeurs de notre science. Si le risque est faible, c'est le bon moment, pense-t-il, pour interagir avec les médias sur les sujets, évidemment, dont on a quelque chose à dire. Avoir des rapports avec des représentants, des élus, c'est plus facile si on l'a au moment où les choses vont encore bien, pour l'avoir après quand ça se dégrade. Et puis, essayer de multiplier les surfaces d'échange avec le public. Donc ça, c'est si le risque est faible, ou dans tous les cas. Si le risque est moyen,
Ce qui semble possible, c'est déjà d'essayer de soutenir la recherche en péril, peut-être en offrant des espaces sûrs. À l'étranger, par exemple, si on est en contact avec des gens chez qui l'environnement est beaucoup plus dégradé, déjà offrir des espaces ou des possibilités euh, de recherche un peu moins dangereuses, ça peut être une bonne solution. Le RC a souvent été regardé comme ça par des gens qui sont dans d'autres contextes. Protéger les participants à la recherche, évidemment, en sciences sociales, mais pas simplement, être conscient des risques accrus pour les groupes vulnérables étudiés. Si vous étudiez des militants politiques, enfin ça c'est très connu de tous les collègues en sciences sociales, il faut prendre des précautions supplémentaires quand les risques sont plus forts. Sauvegarder les données, ça sert à rien de produire des données si on ne veut pas les retrouver dans 5 ou 10 ans. C'est pas une vue de l'esprit, hein. Aux États-Unis, en une nuit, d'immenses bases de données sur le SIDA, par exemple, du CDC, ont disparu et s'il n'y a pas de sauvegarde, et souvent, enfin, c'est des bricolages, hein, ces sauvegardes, mais bien, il y a des pans entiers de la recherche qui peuvent disparaître. Donc ça, c'est si le risque est moyen, soutenir la recherche en péril, protéger les participants à la recherche et sauvegarder les données. Quand c'est plus élevé, ben là, les risques sont plus spéculatifs parce que chacun doit juger. Oui, j'ai presque fini. J'en viens à ma conclusion. Si les risques sont élevés pour votre vie, il y a des décisions individuelles à prendre. Ce qui semble marcher, dans beaucoup de cas, c'est introduire de la friction, demander des éclaircissements, compliquer l'exécution des ordres de manière passive. Vous prendrez des risques, mais peut-être moins que si vous désobéissez frontalement. Évaluer la résistance de l'administration. Et si donc, c'est-à-dire essayer de voir si tout le monde, évidemment, est en ligne avec l'agenda du régime ou du gouvernement. Et si on peut pratiquer de petits actes de défi, poser des questions, refuser une demande quand on peut, ça, si on arrive. Si le risque est extrême, c'est plus compliqué. Il y a une solution qui est proposée par plusieurs communautés d'activistes. C'est déjà d'offrir des espaces sur lesquels on peut se connecter silencieusement pour raconter son histoire, témoigner. Évidemment, pas dans le pays où on est, où souvent c'est très restreint, mais en tout cas, au moins pour le dire à d'autres, pour que ça existe. Et ça, déjà, c'est pas anecdotique. Et puis chercher la marge de manœuvre, wiggle room en anglais, si on la trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on arrive à préserver? Mais dans les deux derniers cas, risque élevé et risque extrême, on n'est déjà plus dans la situation où on peut restaurer facilement, où on peut arriver à sauvegarder l'essentiel des libertés académiques. Alors, on pourrait, disons, rentrer plus dans le détail de ces propositions, mais j'en viens à ma conclusion pour pas trop déborder. Je vois trois séries de remarques. Si on partage le constat, on peut l'affiner. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. On peut différer un peu sur l'équilibre des autocraties, des démocraties. Mais il me semble difficilement niable, justement dans un contexte aux États-Unis, et je ne suis pas devin, mais en Europe, des perspectives qui sont quand même assez nettes là-dessus. On peut quand même réfléchir à cette chose-là. Certains exemples peuvent sembler éloignés, mais si on réfléchit à notre propre situation, sans trancher sur la question de savoir notre éloignement par rapport à l'autocratie, mais on peut se poser la question de savoir chez nous, est-ce qu'il y a un coût qui est lié à la critique? Est-ce qu'il y a un coût qui est lié à la production de vérité inconfortable? Et est-ce qu'il y a un coût qui est lié au fait, tout simplement, de faire son métier de chercheur? Ça, chacun peut y répondre à sa manière. En tout cas, je trouve que ce type d'exemple peut inciter à se poser des questions sur sa propre pratique. Deuxièmement, peut-être deuxième trait de conclusion, l'exemple d'environnement dégradé montre qu'il est souvent trop tard pour installer des stratégies évoquées une fois que c'est en place, une fois que c'est vraiment dégradé. Et donc, il y a un intérêt peut-être à anticiper pour que ça ne se produise pas. Mais en tout cas, tout ce qui est lié aux moyens de communication, sauvegarde des données, création de réseaux d'entraide, etc., c'est plutôt quand ça va pas encore trop mal que ça se prépare. C'est pas au moment où c'est trop tard. Et donc, c'est comment, dans ce cas-là, comment nous préparons-nous, si nous arrivons à nous préparer. Et puis, le troisième point, c'est qu'une grande partie de cette érosion est invisible et silencieuse au départ. C'est pas du tout évident de mesurer l'autocensure. C'est pas du tout évident de mesurer le moment à partir duquel l'apolitisme cesse d'être une vertu et devient une forme de silence et d'approbation et de caution de choses qui ne devraient pas l'être. Donc ça, c'est un problème parce qu'on ne peut pas trancher comme ça de manière univoque sur les questions que je viens d'évoquer. Et même si la démocratie et la science ont des périmètres différents, engagent des activités différentes, des périmètres différents de nos vies,
Il me semble quand même, à l'aune de ces exemples, que l'érosion des libertés académiques est un marqueur, voire un marqueur assez sûr, de l'érosion de la démocratie. Je vous remercie.